Allongé dans votre fauteuil, une tasse de café à la main, vous regardez des vidéos YouTube sur votre téléphone. Dehors, tout se déroule normalement. Les gens dégustent des pâtisseries dans les boulangeries, les voitures circulent, les lampadaires éclairent les rues. Mais voici une question cruciale. Avez-vous préparé votre plan pour les premières minutes de demain? Je ne parle pas de la première semaine, ni de votre sac d'évacuation parfaitement préparé. Je parle de la première heure, l'heure zéro, le moment où le système s'effondre. FR Alert. Je ne parle pas de la première semaine ou de votre sac d'évacuation que vous avez préparé avec soin. Je parle de la première heure, l'heure zéro, le moment où le système s'effondre. Lorsque l'alerte FR Alert fait sonner votre téléphone et s'interrompt au milieu d'une phrase. Quand l'électricité est coupée et ne revient pas. Quand tu regardes par la fenêtre et que tu vois que le périphérique, là ou là, sont complètement paralysés par un énorme embouteillage, chaque voiture essayant de quitter la ville en même temps. À ce moment-là, le contrat social n'a plus aucune importance. Que fais-tu? La vérité que personne n'ose vous dire ouvertement est la suivante. % des Français connaissent déjà la réponse, même s'ils ne l'ont jamais exprimée à haute voix. Ils ont été programmés. Par les récits hollywoodiens, les informations en continu de BFM TV et un instinct primitif nourri par la panique pure. En cas de crise, ils réfléchiront, puis ils courront. Ils se précipiteront dans leur Clio ou leur SUV. Ils participeront au plus grand embouteillage de l'histoire de la France, En Normandie ou dans le Massif central, brûlant le dernier carburant de leur réservoir pour rejoindre des maisons de campagne hypothétiques qu'ils n'atteindront jamais. Ils mourront dans une semaine. Pas à cause des radiations, du virus ou de la faim. Ils mourront à cause de leur propre prévisibilité. Analyse. Psychologie de Greg, protocole du vide. Le véritable secret de la survie ne repose pas sur le hasard, les obsessions militaires, les articles des forums sur la survie ou les manuels de la Légion étrangère. Cette vérité est sous vos yeux. Elle réside dans la structure du comportement humain. Lorsqu'une crise survient, l'être humain panique instinctivement. Il se laisse emporter par le courant. Il imite ceux qui l'entourent. La psychologie de groupe prend le dessus. Il se bat pour les choses qu'il considère comme précieuses. Regardez n'importe quelle crise de petite ampleur dans le monde, le même scénario se répète à chaque fois. Et cette prévisibilité crée une opportunité extraordinaire pour ceux qui savent observer, analyser et réfléchir de manière analytique. Elle crée des vides stratégiques dans le paysage urbain, des vides opérationnels. Des infrastructures fortifiées, abandonnées lorsque l'ordre d'évacuation est donné ou que la panique commence. Ces lieux ne sont pas vides parce qu'ils sont sans valeur, mais parce que 1% de la population est trop effrayée pour en percevoir la valeur, à moins qu'elle ne se présente sous la forme d'une boîte de conserve ou d'un pack de bouteilles d'eau minérale. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la construction d'un abri dans la forêt. Je vais vous montrer 5 endroits dans votre propre ville, que ce soit Lyon, Marseille, Lille ou Paris, qui, alors que tout le monde s'enfuit, se transforment en forteresses de survie inexpugnables à partir de bâtiments ordinaires. Ce n'est pas une illusion, c'est le protocole du vide. Une question de positionnement stratégique en cas de scénario catastrophe, qui n'est enseigné à personne dans les écoles. Oubliez The Walking Dead. Oubliez vos fantasmes de héros de guerre. La véritable apocalypse récompense non pas les réflexes, mais l'analyse lucide. Alors que les autres pensent avec leurs émotions, elle laisse en vie ceux qui sont capables de réfléchir de manière logistique. Leur exode est une opportunité pour vous. Leur peur est votre avantage stratégique. Vous devez maintenant prendre une décision. Soit vous continuez à vous déplacer, en attendant que l'État vienne vous sauver, petite remarque, il ne viendra pas, soit vous m'accordez quelques minutes pour apprendre comment tirer parti de ce vide. Règle 0. Comprendre l'invasion. Avant de cartographier ces zones de sécurité, vous devez comprendre pourquoi elles sont devenues des zones de sécurité. En temps de crise, le comportement humain n'est pas aléatoire. Il s'agit d'un mécanisme évolutif bien établi. Lorsqu'une menace apparaît, le néocortex, c'est-à-dire le centre de réflexion du cerveau, est désactivé. Le contrôle passe au système limbique. Une réaction pure commence. Et cette réaction, étonnamment, suit toujours les mêmes chemins prévisibles. Le premier réflexe est de fuir le danger immédiat vers un lieu perçu comme sûr. C'est pourquoi les autoroutes sont bloquées. Tout le monde fuit d'ici,
mais personne n'a le moindre plan pour se rendre là-bas. Le deuxième réflexe consiste à sécuriser les ressources évidentes, les supermarchés. En France, un Carrefour ou un Leclerc se vide en moins de 4 heures. Les pharmacies sont pillées. Les magasins de sport, comme Decathlon, se transforment en véritables champs de bataille pour les tentes et les couteaux. Le troisième réflexe est l'imitation. Si tout le monde court, je cours aussi. Si tout le monde fait la queue à la pompe, je fais la queue aussi. Le résultat est le même. Nous sommes coincés dans une file d'attente et nous nous épuisons là. Ce qu'ils ne font pas, c'est réfléchir de manière structurelle. Ils n'analysent pas les positions défendables. Ils ne calculent pas la durabilité des ressources. C'est là que réside toute la différence. Pendant qu'ils se battent pour s'emparer du dernier paquet de cristalline, vous vous dirigez tranquillement vers une brasserie artisanale abandonnée. À l'intérieur, un système de filtration d'eau à l'échelle industrielle et des tonnes de céréales vous attendent. Le calme l'emporte toujours sur la panique. Passons maintenant aux 5 objectifs. Mémorise-les. Ce soir, marque leur emplacement sur Google Maps. Car lorsque le réseau sera en panne, tu n'auras plus accès au GPS. Zone alpha, labyrinthe de béton. Objectif, centre de stockage à plusieurs étages, self-storage. Clarifions la situation. 2 heures se sont écoulées depuis l'effondrement. Les rues se sont transformées en parking à ciel ouvert. Les magasins sont le théâtre de violents pillages. Et vous vous trouvez devant un bâtiment de 5 étages, un centre de stockage de type garde-meubles, comme Shurgard ou une pièce en plus, généralement situé dans les zones industrielles ou à la périphérie des villes. Pour le citoyen lambda en proie à la panique, ce bâtiment n'a aucune signification. Il le considère comme un entrepôt insignifiant, rempli de vieux canapés dont personne ne veut, de cartons de déménagement et de souvenirs oubliés. Mais vous y voyez tout autre chose. Des centaines de positions de défense individuelles, des points d'accès limités et une forteresse en béton armé à profil bas qui te rend invisible aux yeux des pillards. Pourquoi une forteresse? Parce que l'architecture défensive de ces bâtiments est presque parfaite. Chaque étage compte entre 50 et 100 cellules indépendantes. Chaque cellule est équipée d'une porte métallique renforcée ou d'un volet en fer verrouillable. Les couloirs sont étroits. Ils sont souvent sous surveillance vidéo. Même si les systèmes ne fonctionnent pas, ils indiquent où se trouvent les angles morts. Ils créent des goulots d'étranglement naturels. Il n'y a généralement que 2 escaliers de secours et 1 ou 2 monte-charges. Il n'y a rien d'autre. C'est exactement là que se trouve la zone d'attaque. Pour atteindre le 3e étage, un assaillant doit franchir les étapes suivantes. Forcer l'entrée principale. La plupart du temps, il s'agit de franchir une porte codée et des panneaux de verre blindés. Trouver le bon escalier dans l'obscurité. Montez plusieurs étages dans une cage d'escalier étroite. Pendant ce temps, vous avez l'avantage de la hauteur. Avancez sans se perdre dans un labyrinthe de couloirs identiques. Et enfin, forcez la porte métallique épaisse de la cellule cible. Le temps qui s'écoule avant d'arriver à ce stade joue en votre faveur, car cette structure n'est pas là pour protéger ceux qui se précipitent, mais ceux qui réfléchissent. Ce n'est pas un vol, c'est un siège. Et un siège nécessite du temps, des ressources et de l'énergie. 3 choses dont les gens désespérés ne disposent pas. Stratégie de retraite par étapes. Tout l'art réside ici dans la profondeur stratégique. Vous ne défendez pas une seule position, comme dans une maison, vous défendez plusieurs niveaux. Vous verrouillez l'entrée de l'étage, vous barricadez le couloir, vous choisissez la pièce la plus éloignée. Si cette position est menacée, vous percez le mur pour passer dans la pièce voisine, puis dans la suivante. Vous êtes un fantôme dans un labyrinthe. Invisibilité tactique. Ces bâtiments crient vide et ennuyeux à un esprit paniqué. Il n'y a apparemment pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'armes. Les pillards ont une vision tunnel. Ils recherchent une satisfaction immédiate. Ils ne vont pas forcer la serrure du casier numéro 1 dans l'espoir d'y trouver les déclarations fiscales de M. Dupont. Vous êtes invisible par défaut. Une infrastructure héritée. Ces bâtiments ont été construits pour protéger les biens contre l'humidité et le vol. Contrôle climatique. Généralement, une isolation thermique supérieure pour empêcher la moisissure de s'installer sur les meubles. En hiver ou par temps chaud, c'est un avantage vital. Sécurité passive. Le béton offre une protection thermique et balistique. Ce n'est pas un abri anti-atomique, mais c'est bien mieux qu'une maison de banlieue construite en bloc de béton creux, ou pire encore, qu'une tente dans la forêt. Ressources cachées. Ces lieux abritent généralement des distributeurs automatiques dans le hall d'entrée, des toilettes et parfois des bureaux administratifs équipés d'ordinateurs, de plans de la ville et de matériel de communication. L'avantage de la hauteur.
En occupant les étages supérieurs, vous pouvez utiliser la gravité à votre avantage. Vous pouvez bloquer les ascenseurs. Vous pouvez piéger les escaliers. Vous pouvez voir les entrées donnant sur l'extérieur depuis les étages supérieurs. Et n'oubliez pas, ces lieux fonctionnent généralement avec un minimum de personnel. Lorsque l'alarme retentit, ils rentrent chez eux. Il n'y a pas d'agent de sécurité armé. Il n'y a pas de propriétaire résident. Vous n'êtes pas un squatteur qui vole la maison de quelqu'un. Vous occupez une coquille de béton vide, conçue pour la sécurité. Ce que vous devez faire, identifier les centres de stockage situés à 1 km de chez vous. Recherchez ceux qui sont en béton, à plusieurs étages et avec peu de fenêtres. Visitez-les. Louez le plus petit entrepôt possible pour obtenir le code d'entrée et la clé. C'est votre assurance vie à 1 € par mois. Zone Bravo, le Château Vert. Objectif, microbrasserie artisanale. Petit test rapide. Que voient les pillards lorsqu'ils brisent la vitrine d'une brasserie pendant l'effondrement? S'ils sont français, ils voient de l'alcool pour oublier leur misère. Félicitations, ils pensent comme la majorité. Ce que vous devez voir, c'est ceci. Une installation de production alimentaire durable, une station de traitement de l'eau de qualité industrielle et suffisamment de calories brutes pour nourrir un groupe pendant des mois. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la microbrasserie locale est un génie logistique déguisé en lieu hipster. Un trésor invisible. Les céréales. Chaque brasserie artisanale dispose d'énormes stocks de céréales fermentables. Malte d'orge, blé, seigle, avoine. Nous parlons ici de centaines, voire de tonnes de céréales stockées dans des silos ou des sacs hermétiques, à l'abri des nuisibles. Pour le pillard, ce sont des ingrédients pour fabriquer de la bière. Pour vous, ce sont des glucides. Les céréales brutes sont comestibles. Si vous les faites cuire avec de l'eau, vous obtenez du porridge. Si vous les moudrez, vous obtiendrez de la farine à pain. Rustique, mais nourrissante, bien sûr. Le calcul est simple. 1 kg de céréales contient environ 3000 à 3500 calories. Un sac de 25 kg représente environ 80 000 calories. C'est suffisant pour faire survivre une personne pendant 40 jours. Et ils en ont des palettes entières. L'or bleu, le traitement de l'eau. Mais le véritable trésor, c'est l'eau. Pour faire de la bonne bière, il faut de l'eau pure. L'infrastructure de filtration d'une brasserie commerciale est presque de niveau militaire. Des filtres à charbon actif pour éliminer le chlore et les polluants chimiques, l'osmose inverse pour les minéraux, la stérilisation par UV pour les bactéries. Ces machines sont conçues pour transformer l'eau du réseau municipal en eau de qualité laboratoire. Lorsque les usines de traitement des eaux sont à l'arrêt et que l'eau du réseau devient un poison biologique, vous disposez d'un système capable de rendre potable l'eau de pluie, l'eau d'une rivière voisine ou toute autre eau douteuse. Rappel, vous mourrez si vous restez 7 jours sans boire. Pas 7 semaines, 7 jours. Infrastructure, réservoirs et chimie. Regardez ces énormes réservoirs en acier inoxydable, fermenteurs. Ce ne sont pas seulement des conteneurs géants. Ce sont des conteneurs pressurisés, stériles et blindés. Défense. L'acier inoxydable arrête mieux les balles que les murs en plaques en plâtre. Vous pouvez vous cacher derrière. Stockage. Vous pouvez y conserver de l'eau potable pendant des années sans qu'elle ne s'oxyde. Hygiène et médecine. Voici une connaissance de base en chimie qui n'est plus enseignée aujourd'hui. La levure consomme du sucre et produit 2 choses, du dioxyde de carbone et de l'éthanol. L'alcool, c'est la vie, pas pour boire, mais pour désinfecter. Dans un monde sans hôpitaux, même une légère infection peut vous tuer. L'alcool à 90 degrés ou plus est très précieux sur le plan médical. Vous pouvez distiller avec l'équipement d'une brasserie, cuve chauffée, tuyaux en cuivre. Vous pouvez transformer le vin ou la bière ratée en alcool fort pour nettoyer les blessures, stériliser le matériel chirurgical ou produire du carburant. Emplacement. Les brasseries se trouvent généralement dans des zones semi-industrielles, dans des bâtiments rénovés qui étaient autrefois des garages ou dans des zones portuaires. Les sols en béton sont faciles à nettoyer et ignifuges. Les rampes de chargement permettent un accès facile à vos véhicules. Les murs porteurs sont épais et les cuisines sont généralement bien équipées. Vous n'emménagez pas dans une usine froide, vous emménagez dans une infrastructure hybride qui répond à vos besoins en matière d'eau, de nourriture, d'hygiène et de logement. Facteur humain. Connaissance. Si vous savez fabriquer de la bière ou si vous embauchez un brasseur, votre équipe comptera un alchimiste. Quelqu'un qui comprend la fermentation, la stérilisation, les installations industrielles et la chimie des fluides.
Dans le Nouveau Monde, celui qui peut produire de l'eau potable et des calories n'est pas seulement un survivant, c'est un roi, c'est une puissance politique. Les gens viendront vous voir non pas pour vous voler, mais pour faire du commerce, car vous êtes la seule source de production renouvelable dans ce secteur. Identifiez les microbrasseries de votre région. Notez celles qui possèdent les plus grands réservoirs. Vérifiez les sources d'eau à proximité. Pendant que les autres se battront pour des bouteilles de vin chez Nicolas, vous prendrez le contrôle de la source. Zone Charlie. Tour de renseignement. Cible, faculté de sciences, observatoire et bâtiment du CNRS. Nous avons abordé les questions de stockage et d'alimentation. Cependant, il existe une ressource dont personne ne parle dans les groupes Facebook des survivalistes. Une ressource qui décuplera la valeur de toutes les autres. L'information. Dans un scénario de collapse, tout le monde se concentre sur les éléments physiques, l'eau, les conserves, les munitions. Ceux-ci sont vitaux, certes, mais c'est une vision à court terme. Le survivant gagnant sera celui qui saura ce qui se passe au-delà de sa rue. Avantages tactiques, altitude et vue. Toutes les grandes villes françaises, Paris, Lyon, Toulouse, Grenoble, possèdent une université dotée d'un département de sciences, d'astronomie ou de météorologie. Ces bâtiments n'ont pas été construits au hasard. Ils sont situés aux points les plus élevés, où sont les bâtiments les plus hauts du campus, comme la tour Zamansky à Jussieu ou les observatoires à Grenoble. Pourquoi ? Pour des raisons opérationnelles. Les télescopes et les stations météorologiques ont besoin d'une ligne de vue dégagée. Cette exigence scientifique devient pour vous une mine d'or tactique. Depuis le toit d'un immeuble de 4 étages, votre horizon visuel s'étend sur environ 5 km. Cela signifie un rayon d'observation de 5 km. Vous pouvez ainsi détecter les fumées d'incendie à des heures de marche. observer les mouvements de foule sur les axes routiers principaux, A, périphériques. Déterminer les voies d'approche sûres. Suivre l'évolution des systèmes météorologiques violents. Alors que les autres survivants agissent à l'aveuglette, effrayés par chaque bruit dans le chaos qui règne dans les rues, vous observez l'ensemble de la situation depuis le ciel. Vous ne réagissez pas, vous anticipez. Énergie indépendante. Le secret des laboratoires. Voici un détail que le grand public ignore. Les appareils scientifiques les plus sophistiqués ne supportent pas les coupures de courant. Un congélateur contenant des virus ou des échantillons d'ADN précieux, un télescope suivant une orbite, le serveur de calcul du CNRS, tous ont besoin d'une alimentation électrique ininterrompue. Ces bâtiments sont généralement équipés de générateurs industriels de secours, d'énormes batteries UPS et, dans les plus récents, de panneaux solaires installés sur le toit. Lorsque le réseau national, EDF, RTE, tombe en panne et que la ville est plongée dans le noir, vous vous trouvez toujours dans l'un des rares bâtiments qui produisent leur propre électricité. Centre de communication. Vous n'occupez pas seulement un bâtiment, vous occupez un centre de communication. Les départements de physique et d'astronomie regorgent d'équipements radio. Les radiotélescopes captent un très large spectre de fréquences. Cela inclut les communications radio-amateurs, les bancs d'urgence et même, si vous savez comment les rechercher, les communications militaires non cryptées. Même si Internet est en panne, les réseaux locaux LAN de l'université peuvent toujours fonctionner pour le partage de données internes. Vous avez accès à des bibliothèques contenant des informations techniques, des cartes géologiques et des guides d'ingénierie. Dans un monde revenu au Moyen Âge, celui qui possède une bibliothèque est un sorcier. Château fort. Les bâtiments universitaires français, en particulier ceux construits après les années 2000 ou récemment rénovés, sont conformes aux normes ORP les plus strictes. Structure, béton armé et acier. Conçu pour supporter des charges lourdes, équipement de laboratoire, et limiter les vibrations. Sécurité. L'accès aux étages de recherche est restreint. Badge Vigic, porte de sécurité, porte coupe-feu lourde. Vous ne voulez pas qu'un étudiant de première année puisse entrer dans un laboratoire de chimie de pointe. Ces restrictions constituent votre première ligne de défense. Matériel. Les laboratoires contiennent des produits chimiques purs, des objets en verre et des équipements sensibles. Facteur psychologique. Les pillards veulent survivre, pas apprendre. Ils pilleront la cafétéria du Crous au rez-de-chaussée, mais ignoreront les étages de recherche. L'université semble inutile aux esprits primitifs. C'est une invisibilité due à l'ennui. Identifiez les campus à proximité. Recherchez les bâtiments avec un dôme ou une antenne sur le toit. Notez les entrées. Lorsque le chaos éclate, montez en hauteur. Zone Delta, atelier de production. Cible,
Atelier de génie climatique et de refroidissement. Passons à la logistique pure. Personne ne pose la question suivante: que se passe-t-il lorsque votre équipement de survie tombe en panne? Le panneau solaire se fissure, le filtre à eau se bouche, la porte que vous avez barricadée se brise, votre couteau s'émousse. Tout le monde se concentre sur l'approvisionnement, personne ne pense à l'entretien. 6 mois après l'effondrement, les personnes qui avaient le plus de réserves alimentaires seront mortes ou auront succombé à la faim dans des abris délabrés. Les survivants seront ceux qui savent réparer. Vous voulez être quelqu'un qui peut tout réparer. Pour cela, vous avez besoin d'un atelier. Mais pas n'importe quel atelier. Les ateliers de réparation de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération commerciale sont des mines d'or invisibles. En France, recherchez les enseignes Froid Industriel, Génie Climatique ou les camionnettes blanches anonymes dans les zones artisanales. Inventaire oublié, les rebelles du métal et du feu. Pendant que Leroy Merlin ou Castorama cassent leurs vitrines, vous entrez tranquillement dans un atelier professionnel. L'inventaire y est surprenant. Soudure. Machine à souder TIG, MIG, à l'arc. Savoir souder le métal, c'est pouvoir construire une civilisation. Vous pouvez blinder un véhicule, réparer une grille, fabriquer un poêle à bois. Plomberie, cintreuse, coupe-tube, moule. Contrôler les tuyaux, c'est contrôler l'eau et le gaz. Vous pouvez créer des systèmes d'irrigation, des installations sous pression ou des armes pneumatiques. Cuivre. Bobine entièrement en cuivre. C'est le matériau le plus important. Il est antimicrobien, résistant à la corrosion et conducteur. C'est un matériau essentiel pour la distillation ou l'électricité. Gaz et pression. Les techniciens en réfrigération travaillent quotidiennement avec des gaz sous pression. Vous trouverez des bouteilles de fluide frigorigène, air, RA, RA. Certaines sont inflammables, d'autres sont sous très haute pression. Il est avantageux d'avoir des connaissances en thermodynamique et en gaz. Vous trouverez également de l'oxygène et de l'acétylène pour les machines à souder, de l'azote pour les tests de pression. Les compresseurs récupérés sur d'anciens groupes frigorifiques peuvent être transformés en pompes à air ou, avec un peu d'ingénierie mécanique, réutilisés à d'autres fins. Électricité. Ces techniciens ne se contentent pas de changer des ampoules, ils câblent des armoires électriques industrielles. Vous y trouverez des multimètres de précision, des pinces ampérimétriques et des kilomètres de câbles électriques de toute section. Si vous souhaitez installer un système de récupération d'énergie solaire ou réparer un générateur, vous trouverez ici tout le matériel nécessaire pour éviter les électrocutions et réaliser une installation durable. Le bâtiment lui-même, ces ateliers se trouvent généralement dans des bâtiments en tôle et en béton situés dans des quartiers périphériques. Confidentialité. Le soir et le week-end, ces quartiers sont déserts. C'est l'endroit idéal pour s'installer sans être vu. Sécurité. Le vol d'outils est un fléau pour ces entreprises. C'est pourquoi elles sont généralement très bien sécurisées. Rideaux métalliques lourds, barreaux aux fenêtres, système d'alarme, qui ne fonctionne peut-être plus, mais dont l'équipement physique est toujours présent. Véhicules. Il s'agit généralement de véhicules utilitaires, Renault Master, Peugeot Boxer, garés à l'intérieur. Des véhicules solides, discrets, équipés de barres de toit et d'un aménagement intérieur. Savoir-faire, la clé de la continuité. Le métier de technicien en réfrigération requiert des compétences dans les domaines de l'électricité, de la mécanique, de la thermodynamique et de la plomberie. C'est le profil technique idéal pour survivre. Si vous trouvez des manuels techniques, des schémas de câblage, généralement collés sur les machines ou conservés dans les bureaux, vous aurez entre les mains le guide de la civilisation. Comment refroidir sans électricité? Comment purifier l'eau par évaporation et condensation? Tout repose sur les principes fondamentaux de ce métier. Stratégie: cartographier les entreprises de refroidissement et climatisation situées dans les zones industrielles à proximité. Cibler les entreprises spécialisées dans le refroidissement commercial, supermarchés, industrie, plutôt que celles qui installent des climatiseurs dans les résidences privées. Les équipements utilisés ici sont plus robustes et industriels. C'est ici que se trouve votre entrepôt de production. C'est ici que vous transformerez les déchets de l'ancien monde en outils pour le nouveau monde. Zone éco, abri inaccessible. Cible, notaire et centre d'archivage sécurisé. Je vais vous parler d'un endroit auquel personne ne pense, mais dont on se souvient quand il est trop tard. La salle de panique ultime. Le dernier refuge où vous pouvez vous réfugier lorsque toutes les autres options ont échoué. Que la brasserie est en danger, que l'entrepôt est assiégé et que la ville est en feu. Tout le monde connaît les banques. Portes blindées, caméras,
fantasme de braquage. Et c'est précisément pour cela que les banques sont des pièges mortels. Dès les premières heures du krach, H+, les banques seront prises d'assaut. Les gens veulent de l'argent liquide, de l'or, ou simplement détruire le symbole du capitalisme. Une banque est une cible très visible, qui attire la violence comme un aimant. Alors, où allez-vous aller? Le secret réside dans une institution française typique, ennuyeuse, bureaucratique et invisible, le notariat. Plus précisément, dans les salles d'archives physiques et les sociétés de gestion d'archives telles que Iron Mountain ou les archives départementales. La forteresse de papier. En France, le papier est sacré. La propriété immobilière, les testaments, les contrats de vente, tout cela repose sur des documents physiques, c'est-à-dire des actes notariés, qui doivent être conservés pendant 9 ou 100 ans. Une inondation ou un incendie qui détruirait ces archives entraînerait des frais de justice de plusieurs centaines de millions d'euros et effacerait la mémoire de la propriété. Résultat, ces coffres-forts sont conçus pour résister même à l'enfer. Examinons leur structure. Une salle d'archives notariale moderne n'est pas seulement une pièce remplie d'étagères, c'est un abri intégré à un bâtiment. Les murs, à 40 cm d'épaisseur en béton armé. Incendie, ces pièces sont classées résistantes au feu pendant 4 heures ou plus. Cela signifie qu'en cas d'incendie dans l'ensemble du bâtiment, à plus de 600 degrés, elles peuvent résister pendant 4 heures sans que la température intérieure n'augmente au point de jaunir une feuille de papier. Si elles protègent le papier, elles vous protègent aussi. Porte. Il ne s'agit pas de portes de cave. Ce sont des portes blindées certifiées AP, généralement de marque Fichet-Bosch ou Gunnebo. Elles sont lourdes et équipées de multiples verrous fixés aux 4 côtés du cadre. Une fois fermée, la porte devient un mur. Sans découpeur plasma industriel ou explosif militaire, personne ne peut entrer. Incendie. Ces pièces sont classées résistantes au feu pendant 4 heures ou plus. Cela signifie qu'en cas d'incendie dans l'ensemble du bâtiment, elles peuvent résister pendant 4 heures à une température intérieure supérieure à 1000 degrés Celsius sans que celle-ci n'atteigne un niveau suffisant pour brûler une feuille de papier. Si elles protègent le papier, elles vous protègent aussi. Portes, ce ne sont pas des portes de cave. Ce sont des portes blindées certifiées AP, généralement de marque Fichet-Bosch ou Gunnebo. Elles sont lourdes et équipées de multiples verrous fixés aux 4 côtés du cadre. Une fois fermée, la porte devient un mur. Personne ne peut entrer sans un découpeur plasma industriel ou des explosifs militaires. C'est là qu'intervient le génie tactique invisible. Personne, absolument personne, ne pille le bureau d'un notaire pendant une émeute. Il n'y a pas de nourriture là-bas, pas de téléviseur à écran plat, pas de médicaments, pas de basket de marque. Le bâtiment ressemble généralement à un immeuble haussmannien bourgeois avec des plaques de cuivre ou à un bureau moderne ordinaire dans un quartier de service. Alors que les foules pillent les supermarchés et les pharmacies, elles passent devant votre forteresse sans même y jeter un œil. Vous êtes protégé par votre champ de force ennuyeux. L'invisibilité conceptuelle est la meilleure armure qui soit. Atmosphère contrôlée, survie biologique. Pour conserver le papier pendant un siècle, il faut contrôler l'environnement. Ces salles d'archives sont généralement équipées de systèmes de traitement d'air indépendants, VMC double flux spécial, pour réguler l'humidité et la température. Dans le cas d'une contamination chimique, biologique ou radioactive, une pièce conçue pour être étanche aux fumées et au gaz est une capsule de survie. Les joints gonflables des portes se dilatent sous l'effet de la chaleur pour rendre la pièce étanche. Vous êtes dans un sous-marin au milieu de la ville. Trésor d'information, cadastre et tunnels souterrains. Imaginons que l'Internet est complètement disparu. Google Maps n'existe plus, le GPS est hors service. Vous trouvez dans ces archives des cartes physiques, des plans cadastraux, des relevés topographiques. Mais surtout, vous pouvez trouver les plans souterrains de la France. Anciennes carrières, comme à Paris, puits oubliés, sources d'eau souterraines, tunnels de service. Connaître l'emplacement d'un puits artésien abandonné dans le jardin d'une ancienne propriété voisine vaut plus que tout l'or de la Banque centrale de France. C'est une source d'eau inépuisable que personne d'autre ne peut trouver. Vous disposez également des titres de propriété. Au moment de la reconstruction, dans 30 ou 50 ans, prouver qui possède quoi ou connaître les droits de passage vous confère une légitimité politique et juridique. Vous devenez le gardien de l'histoire de la région. Stratégie de défense. La disposition de ces bureaux joue en votre faveur. Il y a généralement une réception, des bureaux pour les employés, et le coffre-fort se trouve à l'arrière ou au sous-sol. Vous utilisez les bureaux comme zone tampon. Vous pouvez y placer des pièges pour faire croire que les lieux ont déjà été pillés. Si une menace sérieuse se présente, vous vous réfugiez dans le coffre-fort. Les réserves d'urgence s'y trouvent.
Vous verrouillez la porte. L'agresseur se retrouve face à une porte blindée fermée dans un bâtiment sans importance. Il ne passera pas 5 heures à essayer de forcer la porte pour trouver les dossiers. Il passera au bâtiment suivant. Ce que vous devez faire, recherchez notaire ou archivage dans Google Maps. Ciblez les zones de bureaux situées à proximité des palais de justice ou dans les quartiers historiques. Repérez les bâtiments dont les fenêtres du rez-de-chaussée sont ornées de plaques dorées et de barreaux. C'est là que se cache votre refuge. Synergie. Un réseau neuronal pour survivre. Revenons un peu en arrière. La véritable puissance du protocole du vide ne réside pas dans l'occupation d'un seul de ces lieux, elle réside dans la compréhension de leur fonctionnement collectif. Le loup solitaire meurt, le groupe organisé survit, mais c'est le groupe qui contrôle le réseau d'infrastructures qui domine. Imaginez que vous parveniez à établir une communication entre ces 5 points, grâce aux radios de la tour de l'université. Votre écosystème ressemblerait à ceci. Base de vie, self-storage. C'est votre caserne. C'est là que la plupart des gens, soldats et familles dorment. Elle est défendable et divisée en compartiments. Usine, brasserie. C'est votre centre de production. Elle envoie de l'eau purifiée et de l'alcool, à usage médical/carburant, aux autres bases. Elle reçoit des pièces de rechange de l'atelier. Œil. C'est votre centre de renseignement. Ils détectent les menaces à l'avance. Ils alertent la base de vie par radio. Un groupe armé a été repéré sur la nationale. Heure d'arrivée estimée à 30 minutes. Atelier. C'est votre service de maintenance. Lorsque la pompe de la brasserie tombe en panne, l'équipe de l'atelier fabrique la pièce ou vient la réparer. Il blinde les véhicules pour le transport interrégional. Coffre-fort, notaire. C'est votre banque centrale et votre dernier refuge. Vous y conservez vos doubles de clés, vos cartes importantes, les documents constitutifs de votre nouvelle communauté et vos dernières réserves, semences, or, antibiotiques rares. Logistique interrégionale, système D. Comment vous déplacer entre ces points sans vous faire tuer? Oubliez les grands boulevards en France. Utilisez les vides urbains. Chemin de fer. Les lignes de train SNCF seront à l'arrêt. Les voies ferrées sont généralement clôturées, difficiles d'accès pour les piétons et traversent la ville sans croiser de voitures. C'est une autoroute piétonne pour vous. Canaux et rivières. Si vous avez accès à un bateau léger, les voies navigables, Seine, Rhône, Canaux du Nord, sont calmes et permettent de transporter sans effort des charges lourdes. Eau, céréales. Tunnels souterrains, égouts visitables, ancienne ligne de métro, catacombes. Si vous avez obtenu les cartes chez le notaire, vous connaissez le réseau. Vous pouvez traverser la ville sous les pieds de vos ennemis. Les sombres réalités, celles qu'on ne vous dit pas. Nous arrivons maintenant à la partie dont personne ne veut parler, la partie sombre, la partie sale. Chaque stratégie a une date d'expiration. Le protocole du vide fonctionne parfaitement pendant la phase chaos et panique, qui dure de 1 à 3 mois. Pendant que les gens courent dans tous les sens comme des poulets sans tête, vous prenez votre place. Le plus grand danger n'est pas la radiation, c'est autre chose. Les groupes d'individus sont les animaux les plus dangereux de la planète. Et lorsque vous êtes confronté à un groupe organisé d'anciens soldats, de gangs ou de milices de quartier, votre seule chance n'est pas la force brute, mais l'effet de levier. Le commerce est une arme. C'est pourquoi la brasserie et l'atelier sont si importants. Si vous avez des stocks, ils vous tueront pour les obtenir. Si vous avez des compétences et une capacité de production, si vous savez purifier l'eau, recharger des piles, vous devenez précieux pour la survie. Ne vous isolez pas. Devenez un centre commercial incontournable. N'attaquez pas la brasserie, ce sont eux qui nous fournissent l'alcool pour désinfecter. Vous créez une dépendance économique, c'est votre meilleure défense politique. Vous créez une micro-communauté dont vous êtes le centre. Conclusion, le choix de l'heure zéro. Nous en sommes arrivés là. La barre de défilement est arrivée à son terme. La question n'est plus « cela va-t-il arriver ?» La vraie question est « que ferez-vous lorsque cela arrivera ?» À l'heure actuelle, 2 fenêtres sont ouvertes dans votre esprit. Dans la première, vous fermez cet onglet. Vous retournez au défilement, vous vous amusez sur TikTok, vous regardez des vidéos de chats. Vous dites que c'est de la paranoïa. Vous vous rassurez en vous disant que l'État nous protégera, que ce genre de choses n'arrive pas en France. C'est un choix confortable. C'est choisir le sommeil. C'est exactement le choix que font % des personnes qui vont se retrouver dans un embouteillage mortel sur l'autoroute A.
Dans la deuxième fenêtre, vous passez à l'action. Maintenant, gratuitement. Vous ouvrez un nouvel onglet. Vous accédez à Géoportail, qui est plus fonctionnel que Google Maps pour la France. Vous recherchez zone industrielle ou zone artisanale autour de votre domicile. Vous repérez les bâtiments à 3 plats, dotés de grands systèmes de ventilation, les ateliers. Vous marquez les cheminées ou les silos, les brasseries. Vous repérez les grands bâtiments universitaires. Vous notez les adresses des centres de stockage, Shurgard, Homebox et autres. Vous examinez les plaques des notaires dans les rues voisines. Vous prenez une capture d'écran. Vous l'imprimez. Vous prenez un stylo rouge. Vous entourez les lieux. Vous tracez des itinéraires alternatifs loin des artères principales. Vous rangez cette feuille dans votre sac ou dans la boîte à gants de votre voiture. Cela vous prend 20 minutes. Cela ne vous coûte rien. Pourquoi est-ce important? Parce que je te le dis clairement, quand le crash arrivera, qu'il soit économique, climatique ou social, ce sera un moment précis, un point de rupture, l'heure 0. Pendant cette première heure, le reste du monde restera figé. Les gens regarderont leurs écrans, attendant des instructions qui ne viendront pas. Toi, tu auras 1 heure d'avance. Dans un monde vide, 1 heure équivaut à une vie. Si vous avez fait votre découverte, vous ne paniquerez pas. Vous passerez à l'action. Vous vous dirigerez vers la structure que vous avez choisie d'un pas rapide mais calme. Vous entrerez avant que les systèmes de sécurité ne se verrouillent et que les portes ne soient forcées. Vous prendrez possession du vide. Le choix t'appartient. Seras-tu le mouton qui attend l'abattoir dans le trafic ou le loup qui s'empare de la tanière pendant que la forêt brûle? Le protocole du vide est en vigueur. La carte est entre tes mains. C'est à toi de jouer.